Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter un point lecture. Ce sera mon deuxième pour le mois de mars. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas chez moi puisque je ne suis pas confinée chez moi. Et il y a un oiseau qui chante. Du coup voilà, j'espère que ça va aller au niveau du son, etc. Du coup j'entends que le son ne se réverbère pas pareil que lorsque je filme chez moi. Mais voilà, il a fallu trouver l'endroit parfait pour filmer, c'était un peu compliqué. Pour cette vidéo, j'ai donc 5 romans ainsi qu'un titre graphique à vous présenter. Je démarrerai tout d'abord avec la lecture de 14-14 par Silène Edgar et Paul Béorn que j'ai lu avant le confinement et du coup il est resté chez moi. Je vous parlerai ensuite de ma lecture de Beignets de tomates vertes par Fanny Flagg. Ensuite, ce sera au tour des deux premiers tomes de Nixie Turner contre les croque-mitaines par Fabien Clavel, le premier et le second. Je vous parlerai également de ma lecture du tome 5 des Chroniques de Saint-Marie, donc Hier ou Jamais par Jodie Taylor. Puis ce sera au tour de La Dernière Sorcière par Joanne Elio. Et enfin, je vous parlerai d'une petite lecture graphique, à savoir de Crapule par Jean-Luc Deglin. Du coup, je vais démarrer tout de suite et je démarre avec 14-14 par Silène Edgar et Paul Béorn. C'est un des titres qui faisait partie de mes reliques de ma palle. Il était présent depuis mon salon de Montreuil en 2015, donc mon premier salon de Montreuil. Il était donc temps que je m'y mette. C'est un roman que j'ai vraiment bien apprécié, même si c'est vrai que je l'aurais peut-être encore plus apprécié si je l'avais lu à ce moment-là, puisque j'étais alors un peu plus versée dans tout ce qui était des romans young adult et jeunesse. On est ici en l'occurrence donc sur un roman qui est plutôt destiné à la jeunesse, dans laquelle on va suivre deux personnages principaux qui s'appellent tous les deux Adrien. Adrien sans H et Adrien avec un H. Adrien sans H vit en 2014 et Adrien avec un H vit en 1914. Et en fait, ils vivent à peu près dans la même région et ils vont se rendre compte, chacun de leur côté, qu'un beau jour, une boîte aux lettres est apparue dans leur rue et que cette boîte aux lettres n'est pas tout à fait comme elle est censée être. Et du coup, en fait, ils vont pouvoir correspondre à travers cette boîte aux lettres et échanger finalement sur leurs problèmes, puisqu'au départ, ils ne savent pas qu'ils s'adressent à quelqu'un d'un autre siècle. Il y a une voiture qui passe. Mais voilà, ils vont finir par s'en rendre compte, mais au début, ils ne le savent pas. Ils pensent en fait s'adresser à un cousin. Ils se disent, mais c'est bizarre, j'ai pas de cousin qui s'appelle comme ça. Il y en a un qui se dit, mais c'est bizarre, j'ai pas de cousin qui s'appelle comme ça. Et l'autre qui se dit, mais c'est bizarre, mon cousin, il avait vraiment pas le caractère que je retrouve dans cette lettre. Donc voilà, du coup, ils échangent comme ça entre eux. C'était vraiment sympa. Au départ, j'appréciais surtout l'histoire de Adrien avec un H, celui donc de 1914, puisque je trouvais que son récit était vraiment très intéressant. C'est un jeune homme qui a très envie de poursuivre ses études alors qu'il vient d'un milieu rural où son père est agriculteur. Donc voilà, il doit un peu faire entendre ça à son père, etc. C'était vraiment sympa. Le personnage d'Adrien du présent est... J'ai moins accroché directement avec lui, mais au fur et à mesure, j'ai quand même appris également à l'apprécier. C'est un roman qui se lit vraiment très bien, très facilement, et j'ai donc passé un bon moment avec ce titre. Et je lui ai mis la note de 16/20. Ensuite, je me suis lancée dans Beignets de tomates vertes par Fanny Flagg, qui était lui aussi une relique de ma palle, que j'avais lu aussi à peu près depuis 2015. C'est un roman que j'ai vraiment bien apprécié. On est ici sur un roman qui fait également des sauts entre passé et présent, mais qui fait des sauts entre... alors pour le présent, c'est pas exactement le présent maintenant, puisque c'est un roman qui est un petit peu ancien. Du coup, le présent se passe en fait en 1985 et le passé commence en 1929 à peu près. Et en fait, on va suivre plusieurs histoires entremêlées qui vont raconter l'histoire d'un village finalement. Et ce village est très axé autour d'un restaurant. Et ce restaurant a pour spécialité de servir des beignets de tomates vertes. En fait, c'est une grande famille, il y a une grande famille qui habite dans ce village. Et nous, on va suivre une héroïne en fait qui appartient un peu à cette grande famille. Et le café appartient à quelqu'un d'autre de la famille. Donc voilà, finalement on a à la fois des histoires de famille, des histoires de village. C'est un village dans lequel vraiment tout le monde se connaît. Ça nous permet également de parler de la ségrégation raciale. Donc voilà, il y a pas mal de thèmes qui sont abordés dans ce récit. Et c'est un récit dans lequel il y a vraiment de nombreuses temporalités qui sont présentes et pas mal de sauts d'une temporalité à l'autre. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre.
Et la narratrice que l'on retrouve du coup dans le présent, en fait c'est une vieille dame qui raconte ses histoires à une femme qui vient dans la maison de retraite mais qui au départ ne vient pas pour voir cette dame là, qui vient pour voir sa belle-mère avec qui elle s'entend pas spécialement bien. Mais voilà, quand elle accompagne son mari, en fait elle va voir cette vieille dame et elle écoute raconter toutes ces histoires de ce village qui paraît, avec ces histoires qui paraissent complètement abracadabrantes. C'est vraiment un univers dans lequel les enfants courent et jouent dehors. Tout est très lié également à la vie de la station de train, du chemin de fer, puisqu'il passe juste à côté du café. Et donc voilà, on a toute cette ambiance-là, c'était vraiment une lecture très sympa, même si c'est vrai qu'il faut se faire au départ à toutes les différentes temporalités, puisqu'on n'a pas juste des sauts entre passé et présent, mais on a des sauts entre passé un peu moins vieux, présent, puis des fois on revient du passé à une autre époque. Enfin voilà, on a des sauts qui sont pas toujours exactement les mêmes. Donc voilà, il faut un peu situer tout le monde, situer un peu toute la famille également, puisqu'ils sont très nombreux. Mais voilà, vraiment une très chouette lecture pour ma part. Je sais qu'il y a une adaptation, elle est un peu ancienne, donc je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner. Et en même temps, voilà, je suis un peu curieuse de voir ce que ça va donner, puisque de ce que j'ai vu, quand même, le visuel fait un peu vieillot sur le film, donc on verra bien. Mais du coup, oui, ça a été une très belle lecture, des personnages très attachants, une histoire prenante, et je lui ai mis du coup la note de 17/20. Ensuite, je me suis donc lancée dans la série Nixie Turner contre les Croque-Mitaines, le tome 1 Baba Yaga et le tome 2 La Goule, par Fabien Clavel, oui c'est ça, publié aux éditions des Châteaux Hantés. Ce sont des romans que j'ai reçus de la part des éditions du Chat Noir, puisque c'est leur collection jeunesse. Du coup j'ai vraiment bien apprécié, j'ai lu les 2 premiers à la suite, j'ai également les 2 suivants, donc les tomes 3 et 4, mais je les ai pas encore lus, j'attends un peu de savoir quand pourra finalement sortir le tome 4 pour pouvoir les lire, et il y aura ensuite un tome 5 qui est normalement prévu pour le mois d'août je crois. Pour ce qui est de cette histoire, on est ici sur une histoire fantastique qui se passe dans un collège, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Dans le premier tome, on suit Nawel, qui est une jeune fille qui rentre du coup en 6e dans ce collège parisien. Et quand elle va entrer dans ce collège, elle va faire la rencontre en fait d'une fille qui est dans sa classe mais qui est un peu mystérieuse. Les professeurs ne l'appellent jamais quand ils font l'appel, etc. Et cette jeune fille s'appelle Nixie Turner. Et ensuite donc on va avoir une alternance de point de vue entre Nawel, qui est finalement la fille normale, et Nixie Turner, qui n'est pas tout à fait une petite fille normale, même si elle en a l'apparence. Et on va donc comprendre que Nixie Turner est là donc pour chasser des croque-mitaines qui sont en gros des créatures mythologiques qui peuvent avoir différentes formes. Et donc dans ce premier tome, on va parler en question d'une Baba Yaga. Et ce que j'aime beaucoup, que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 2, je pense que c'est l'ensemble de la série qui fonctionne comme ça, j'aime beaucoup la manière dont Fabien Clavel en fait met en relation des problèmes adolescents du quotidien avec des créatures mythologiques. En l'occurrence, on nous parle d'une Baba Yaga. La Baba Yaga, c'est une créature qui se nourrit des rumeurs. Et du coup, en parallèle de cette Baba Yaga qui se nourrit des rumeurs, on a les histoires de Nawel et d'un autre jeune garçon de sa classe qui subissent du harcèlement et du cyberharcèlement. Donc voilà, on a vraiment un parallèle qui est fait comme ça. Et donc ouais, le premier tome, je l'ai trouvé vraiment très sympa et je lui ai mis la note de 16/20. Et pour ce qui est du second tome qui s'appelle donc La Goule, ici la Goule est une créature qui se nourrit d'une autre personne, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Et donc ça va être mis en relation avec de l'anorexie mentale et physique. Le premier chapitre m'a énormément marqué, j'ai trouvé que ça décrivait parfaitement bien je pense les sentiments que peuvent ressentir les jeunes filles qui sont dans cette situation, et particulièrement le caractère de dysmorphophobie, c'est-à-dire qu'elles ne se voient vraiment pas comme elles sont vraiment dans le miroir. Et j'ai trouvé ça vraiment tellement bien fait, j'ai trouvé ça super juste. Donc voilà. Après par contre je trouvais que le schéma narratif était finalement un peu le même dans le premier et dans le deuxième tome, à savoir qu'au départ Nixie veut vraiment résoudre les choses par elle-même et puis finalement elle se rend compte qu'elle a besoin de l'aide des autres. Donc voilà, j'espère voir une petite évolution de ce côté-là dans la suite. Mais en tout cas c'est une série que j'aime beaucoup ouais, voilà, la mise en parallèle des choses. Et j'ai mis du coup la note de 17/20 à ce second tome que j'ai encore préféré au premier. Et le tout est illustré par Mina M. Donc on a des petites illustrations au fil des pages. C'est également elle qui a fait les couvertures. Donc voilà, ce sont des petits romans jeunesse qui sont disponibles au prix de 10 €. De manière générale, je vous recommande l'ensemble de la collection des Châteaux Hantés. Tous ceux que j'ai lus m'ont énormément plu. J'aime beaucoup la manière dont ils traitent de manière très intelligente, avec des textes bien écrits, mais adaptés à la jeunesse de différents thèmes. Et je trouve ça toujours très bien fait. Donc voilà, la petite recommandation.
Ensuite, je me suis lancée dans le tome 5 des Chroniques de Saint-Marie par Jodie Taylor. Ce tome 5 s'appelle Hier ou jamais. Pour vous résumer un petit peu la série sans rentrer particulièrement dans ce tome 5, on est dans une série dans laquelle on suit Maxwell, qui est une jeune historienne qui se fait embaucher par un institut, sauf qu'elle va assez vite se rendre compte que c'est pas tout à fait un institut d'histoire classique, puisque dans cet institut, pour étudier une période historique, et bien tout simplement on prend une petite capsule, on fait un petit saut spatio-temporel et pouf, on se retrouve à la fameuse période historique. Et comme ça c'est vachement plus chouette, on peut directement voir tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc on peut aller voir l'incendie de la grande bibliothèque d'Alexandrie, on peut aller voir n'importe quelle guerre, on peut aller voir les crocodiles du Nil pendant l'époque des pharaons. Enfin voilà, on peut vraiment aller où on veut, même au Crétacé, on peut aller voir des dodos sur l'île Maurice, etc. C'est une série que je trouve vraiment très sympa. Il y a en plus de ça des petits enjeux, un côté un peu aventure avec un méchant qui les poursuit, etc. Je trouve ça vraiment très sympa. Et puis il y a également un peu d'histoire d'amour, beaucoup d'histoires d'amitié et de groupe, puisqu'il y a vraiment une équipe très soudée qui se forme à Saint-Marie. Et j'aime beaucoup tout ça et j'aime beaucoup l'humour du personnage de Maxwell, notre héroïne principale. Donc voilà, vraiment une série que j'aime beaucoup. Pour ce qui est de ce tome 5, j'ai bien apprécié puisque c'est un tome finalement qui est peut-être un peu plus posé, qui va plus traiter justement du groupe des personnages. Et comme pour ma part c'est un gros point fort du roman, c'est pas du tout quelque chose qui m'a dérangée. Et du côté des sauts historiques, j'ai bien apprécié puisque finalement dans ce tome-ci on se concentre plutôt sur des événements précis, historique véridique, puisque c'est une série qui est de manière générale quand même très bien documentée du point de vue historique. Et du coup voilà, j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé découvrir les différents événements qui étaient proposés, qui sont pas forcément des événements très connus, en tout cas pour ma part que je ne connaissais pas spécialement. Ça traite notamment du grand incendie de Londres de 1666, si je dis pas de bêtises, mais plus particulièrement avec la cathédrale Saint-Paul. Ça traite également du grand bûcher qui a eu lieu à Florence. Et de l'histoire de Sparte. Enfin voilà, c'était vraiment très chouette, vraiment intéressant. Et donc à nouveau un très bon tome. J'ai beaucoup aimé celui-ci. Voilà, il n'est pas centré sur une grande expédition comme peuvent l'être certains autres, mais plutôt sur des petites expéditions à des moments très précis. Et vraiment la vie à Saint-Marie avec les différents personnages, etc. Donc voilà, une série dans l'ensemble que je vous recommande vraiment. Ils en sont à pas mal de tomes quand même en VO. La traduction française suit assez bien, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 2 ou 3 tomes qui sortent par an quand même. Le tome 6 est paru pour octobre 2020. Donc voilà, et puis pour ma part je serai au rendez-vous et j'ai mis la note de 17/20 à ce tome 5. Pour terminer côté roman, je me suis donc lancée dans La Dernière Sorcière, écrite par Joanne Elio et publiée aux éditions Fleurus. On est ici sur un roman jeunesse, plutôt fantasy, dans lequel on va suivre plusieurs histoires, enfin plusieurs personnages principaux. Le personnage vraiment principal, c'est le personnage d'Anya. Anya est une jeune fille qui a grandi seule avec sa mère, et sa mère l'a toujours cachée pour qu'on pense que c'était un garçon. Donc voilà, tout le village pense que c'est un garçon. Sauf qu'un jour finit par arriver ce que redoutait la mère, à savoir que le lord de la nuit qui gère le coin va venir s'emparer de la mère d'Anya. Ses sbires vont l'enlever et du coup la maman va dire à Anya que maintenant voilà, elle doit se sauver, elle doit rester cachée absolument et vivre et partir. Et elle va croiser le chemin de Hérol, c'est ça. Elle croise le chemin de Hérol, qui est un jeune garçon qui a à peu près son âge, qui vit avec son père et son parrain dans une roulotte. Ils sont comédiens et ils passent donc d'endroit en endroit pour faire leur représentation de théâtre. Anya va se faire cacher par eux, se faire aider également un peu par eux, et ensuite on va découvrir toute une histoire donc avec une fameuse dernière sorcière qui aurait des pouvoirs particuliers. Et notamment qui pourrait octroyer des pouvoirs particuliers au Lord de la Nuit si jamais il arrivait à la manger. Voilà, ce qui est donc un peu glauque. Et donc on a toute cette histoire après. J'ai vraiment bien aimé l'histoire générale, je l'ai trouvée vraiment intéressante. J'ai bien aimé les personnages, mais en fait ce qui m'a un peu dérangée dans ce roman, c'est que j'ai trouvé qu'il était vraiment... qu'il y avait une sorte de dissonance finalement entre certaines choses qu'il racontait et par exemple l'âge des personnages ou l'écriture. C'est-à-dire que finalement on n'est pas du tout sur une écriture aussi fluide que dans plein d'autres romans jeunesse, on est sur une écriture qui est quand même un peu particulière, un peu typée, et finalement une écriture qui aurait peut-être mieux été plus appropriée avec un roman plutôt young adult,
qui est je trouve également le cas par rapport au fait, comme je disais, que voilà, le but du Lord c'est quand même de manger le cœur de la dernière sorcière, c'est un peu glauque et ça ne nous est pas épargné. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça que je trouve qui aurait été peut-être plus adapté finalement dans un roman adolescent. Mais du coup il aurait également fallu changer l'âge des personnages et peut-être approfondir un peu plus certains points. Mais voilà, du coup j'ai trouvé qu'il y avait un espèce d'entre-deux qui faisait que j'arrivais pas vraiment à bien m'immerger dans cette lecture, à bien savoir exactement quoi en penser non plus. Il y a certaines choses que j'ai aimées, mais voilà, il y avait certaines choses qui m'ont un peu déstabilisée, on va dire. Et du coup j'ai mis la note de 14 sur 20. Et donc pour terminer, j'ai lu une petite lecture graphique, à savoir le tome 1 de Crapule par Jean-Luc Deglin, c'est aux éditions Dupuis. Je me suis procuré pendant le confinement, étant donné que je ne suis pas chez moi et que je n'ai pas du tout accès à mes titres graphiques, je me suis procuré en fait un abonnement, donc le premier mois offert à la plateforme Isneo. Je vous en reparlerai je pense plus en détail dans une vidéo, mais je tiens quand même à préciser que l'abonnement ne couvre pas du tout le catalogue qui est proposé hors abonnement, ce que je trouve un peu dommage. Donc typiquement voilà, la série The Promised Neverland est sur Isneo, mais elle est disponible qu'en version payante, elle n'est pas disponible dans l'abonnement. Donc voilà, c'est un peu dommage. Malgré tout, il y a quand même pas mal de titres, donc voilà, ça peut être pas mal, mais il n'y a pas tout ce qu'on peut espérer quand on visite le site. Donc voilà. Mais en tout cas, du coup, j'ai lu comme ça le premier tome de Crapule, qui est une petite bande dessinée humoristique qui est faite de petites planches indépendantes les unes des autres, qui traite du quotidien d'une jeune femme qui se voit confier un chaton. Elle pense au départ qu'elle va juste le garder pendant quelques jours et en fait, apparemment non, le chaton et les événements font qu'elle va devoir le garder. Et donc voilà, ça raconte un peu son quotidien avec le chaton, avec des petits strips assez rigolos, assez mignons. C'est pas la lecture la plus dingue, mais c'était mignon et voilà. Et du coup, j'ai mis la note de 16 sur 20. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, à me dire ce que vous lisez actuellement, comment ça se passe pour vous. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!